j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes meilleures lectures de l'année 2022 jusqu'à présent. Donc tous les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles, sachant qu'en re-regardant la liste des livres auxquels j'avais attribué 5 étoiles, il y en a certains où je me suis dit j'ai peut-être un peu envie de baisser la note, donc j'ai pas mis ceux-là, j'ai mis que ceux où encore aujourd'hui, en revoyant le titre du livre, je me dis ouais, ça méritait vraiment les 5 étoiles que j'ai données. Donc du coup je vais vous présenter ça aujourd'hui, mais avant je voulais vous préciser qu'à partir de début octobre, normalement je vais travailler en fait à mi-temps. Donc dans mon activité actuelle qui est community manager, et l'autre partie de mon temps je vais l'investir sur les réseaux sociaux. Donc j'en profite pour vous demander quel contenu est-ce que vous aimeriez voir, notamment sur YouTube, puisque je vais avoir l'opportunité de poster beaucoup plus. Donc si voilà, il y a un type de vidéo que vous souhaitez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à le préciser en commentaire et puis je serai ravie de tester ça. Et en attendant, c'est parti pour la vidéo. J'ai un tout petit peu plus d'une dizaine de livres, je pense, pas d'ordre particulier, c'est tous des 5 étoiles. J'ai essayé de voir si j'avais des genres assez différents et j'en ai, donc c'est plutôt cool. Je vous présente ça tout de suite. En premier, c'est All of Us Villains de Amanda Fudzi et Christine Lynn Herman, qui va être traduit en français début 2023, il me semble. Et c'est un livre que j'ai adoré puisque c'est un mélange un petit peu, ça m'a fait penser à Hunger Games mélangé avec Harry Potter. En gros, ça se passe dans une société où depuis des générations, il y a une malédiction en fait qui a lieu, c'est-à-dire que les 7 familles magiques de cette société, eh bien chaque année, elles doivent envoyer dans une compétition leur champion, un champion de chaque famille, et le champion donc de la famille qui va remporter ce tournoi jusqu'à la mort, eh bien accordera à sa famille le droit exclusif sur la High Magic. Donc il y a la Low Magic, je sais plus comment elle s'appelle, et la High Magic qui est beaucoup plus puissante, et donc le vainqueur de ce tournoi accorde le monopole de cette High Magic à sa famille. Et donc là on va y suivre nos 7 champions dans le tournoi, et peut-être bien que ces 7 champions vont décider de changer l'histoire. C'était trop bien. Le tome 2 en VO sort fin août, autant vous dire que je vais l'acheter directement. C'est clairement le genre de vibe un peu dystopie, fantasy qui me manquait dans les livres d'aujourd'hui qui sortent. J'avais pas réussi à retrouver cette ambiance et je l'ai retrouvée dans celui-ci avec des personnages en plus vraiment morally grey. Je peux que recommander. On passe ensuite à de la science-fiction. Et celui-ci c'est Récursion de Blake Crouch. J'ai enlevé la jaquette parce que la jaquette était très moche. Mais j'ai découvert cette année Blake Crouch et ses romans de science-fiction. J'ai lu de lui donc Récursion, Dark Matter et Upgrade. J'ai aimé les 3 énormément. Mais celui-ci ça reste mon préféré. Je vais pas vraiment vous donner un résumé parce que il se passe énormément de choses et je trouve que c'est intéressant d'y aller sans savoir vraiment ce qui se passe. Juste du jour au lendemain, il y a une sorte de syndrome qui apparaît où les gens ils commencent à avoir 2 sets de souvenirs. C'est-à-dire qu'ils ont leurs souvenirs actuels, entre guillemets, et les souvenirs qu'ils ont toujours eus, qui sont normaux. Et il y a des souvenirs d'une autre vie, comme s'ils avaient en fait une vie parallèle, donc où ils auraient des enfants qui n'ont pas dans leur vie actuelle, qui est en noir et blanc. Et ça apparaît de plus en plus et ça cause, mine de rien, beaucoup de problèmes, y compris des suicides de gens qui se rendent compte que dans les autres souvenirs qu'ils ont, ils ont un fils et que là ils l'ont pas, énormément de problèmes et vont s'en suivre beaucoup de choses très intéressantes. Et j'aime beaucoup la manière dont dans ce livre-là, Blake Crouch, il a le don de vulgariser toutes ces choses scientifiques qui pourraient paraître assez abrutissantes pour des gens qui connaissent pas du tout le sujet comme moi, et au final c'est très bien fait, et ce qui m'aide à m'immerger encore plus dans le récit et d'avoir l'impression d'être en face à face avec un mastermind en fait de la science, alors que c'est juste parce que j'ai pas énormément de connaissances dans le sujet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup cet auteur en termes de science-fiction. C'est un peu la même vibe que ce que j'ai quand je lis Andy Weir, sauf que là pour le coup ça se passe pas du tout dans l'espace, mais ça se passe vraiment sur la planète Terre. Après celui-ci, on repart sur de la fantasy et c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axie O, qui était un de mes romans les plus attendus de 2022 et on l'a eu dans la Fairyloot, donc je suis trop contente. Et celui-ci, ça va être histoire de malédiction, donc forcément tout ce qui est malédiction où il faut réussir à justement la briser, et qu'on a toujours un personnage qui est en mode oui mais c'est pas moi qui veux pouvoir briser la malédiction, mais en fait si. Voilà. La manière dont je résume. Mais bref, je vous donne le résumé. En gros, ça va faire des années et des années, des générations qu'il y a des tempêtes dévastatrices qui viennent ravager le village où vit Mina.
Et en fait, la population pense que c'est parce que le Sea God, donc le dieu de la mer, n'a toujours pas trouvé sa véritable mariée. Et donc tous les ans, il y a des jeunes femmes qui sont sacrifiées, enfin une jeune femme chaque année qui est sacrifiée en fait dans la mer pour voir si ça va réussir à apaiser le dieu. Sauf que malheureusement non. Et cette année, c'est la bien-aimée du frère de notre personnage principal, Mina, qui est désignée. Et Mina, en fait, elle supporte pas l'idée que son frère ait le cœur brisé. Donc elle va se décider à se jeter en fait à la place de celle qui avait été choisie en premier lieu, et donc elle va atterrir dans le royaume du Sea God et va se rendre compte qu'en fait la colère du Sea God est peut-être due à une malédiction qu'elle est persuadée qu'elle ne peut pas briser. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, super world building, une plume très agréable, les personnages sont tous assez intéressants et ouais, je pense que c'est vraiment l'univers et l'ambiance du roman qui m'a énormément plu dans celui-ci. Celui-là, je vous en ai parlé plutôt récemment puisque je l'ai terminé le mois dernier. Mais c'est The Undertaking of Art and Mercy. Je pense que je vais pas vous le résumer, je vais vous le résumer plus rapidement que d'habitude parce que là ça va être la troisième fois que j'en parle sur ma chaîne. Mais celui-ci c'est une romance avec fond de fantasy, donc très cosy, où on y suit un enemies to lovers avec deux personnages qui peuvent pas s'encadrer. On a Art qui est un marshal, donc dont le job c'est de patrouiller dans une zone assez dangereuse où il y a des spectres en fait qui existent, et donc lui son job c'est de les empêcher de traverser la barrière vers le monde réel entre guillemets. Et Mercy, elle tient une sorte de pompe funèbre, donc ils sont amenés à se croiser régulièrement parce que dès que Art récupère un corps, il est obligé de l'amener donc à Mercy, et à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils se tapent juste sur le système. Mercy elle a plus la patience de discuter avec Art, et c'est ce qui va faire en fait après une énième rencontre se rendre compte à Art, ça veut rien dire ma phrase, bref, qu'il se sent très seul, et donc il va décider d'adresser une lettre à un ami dans l'univers, donc sans avoir quelqu'un en tête, et il va recevoir une réponse sans savoir que la réponse vient de Mercy, qui ne sait pas elle-même avec qui elle échange, et donc va se créer une sorte de relation épistolaire, avec derrière la vibe fantasy, le background fantasy qui commence à dégénérer un petit peu, donc ça donne une ambiance plutôt cool. Je vous en dis pas plus, mais vraiment c'était une des meilleures romances que j'ai pu lire récemment. Après celui-ci, je pense que ça va rentrer dans mon top 10, 5 des meilleures fantasy que je vais avoir lu cette année. Et c'est, même si cette couverture est un petit peu criarde, on va pas se mentir, mais c'est pas la couverture originale, c'est la couverture Fairyloot, je crois, je sais plus. Et c'est Her Majesty's Royal Coven de Juno Dawson. Ça se passe donc dans une société où il y a donc des sorciers et des sorcières. Les sorciers ont leur propre société entre guillemets, les covents. Il y en a pour les sorciers masculins et il y a la même chose pour les sorciers féminins. Et donc pour les sorcières, le plus connu c'est Her Majesty's Royal Coven. Et en fait, du jour au lendemain, on leur apprend qu'il y a un ennemi, un très grand ennemi, si ce n'est leur plus grand ennemi, qui va apparaître, sachant qu'elles sont toutes en train de se remettre d'une guerre qui a eu lieu il y a quelques années, donc elles sont un petit peu encore en reconstruction, les sorcières qu'on va suivre. Et on entend de plus en plus parler d'une prophétie qui amènerait le Coven à genoux et qui pousserait nos 4 meilleurs amis à être en fait happés au centre de toute cette histoire. Et donc on se demande si Elena, Niam, Léonie et elle seront capables d'arrêter la prophétie avant qu'il ne soit trop tard, ou si les différences d'opinion entre elles, les divergences, vous les poussez à se séparer les unes des autres et même à devoir se combattre. Et c'est un livre qui, je vous l'avais dit en vous postant mon avis, mais qui en fait pour moi est juste un gros fuck en fait à J.K. Rowling, dans le sens où c'est vraiment la vibe d'Harry Potter, mais en mode transgenre. C'est-à-dire que c'est un livre qui va montrer à quel point c'est important de se battre pour ses droits, de montrer à quel point quand on est transgenre, ça vient d'un véritable mal-être, d'une dysphorie de genre. Et donc c'est un livre que j'ai trouvé déjà hyper bien fait, parce qu'à aucun moment c'est vraiment juste en mode revendication, on veut revendiquer ceci, cela. C'est fait assez naturellement dans le livre. J'arrive pas forcément très bien à l'expliquer, mais c'est fait naturellement dans le livre. Et du coup, ça soulève beaucoup de sujets importants, mais c'est fait avec un background et une histoire et une intrigue qui sont tellement intéressantes que je sais même pas comment dire, je dirais pas, j'ai envie de dire ça passe crème. C'est pas, il n'y a pas ce côté rébarbatif qu'on peut avoir parfois avec les livres où on a cette impression de militantisme. Là, c'est pas du tout le cas. J'espère que ça fait sens. J'ai l'impression que c'était pas forcément très clair ce que j'ai raconté. Juste, si vous aimez la fantasy, les sorcières,
marqué un rendez-vous pour le lire. On change complètement de registre, mais on reste sur un ouvrage assez féministe avec Culotté, le tome 1 de Pénélope Bagieux. J'ai mis lu 5 étoiles aux 2 tomes, mais là j'ai pris le tome 1 avec moi, qui est donc un recueil de 15 portraits sur des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Et je trouve que c'est un livre qu'on devrait faire lire à l'école, au collège, au lycée, en primaire, parce que déjà, le côté, la touche d'humour qu'amène Pénélope Bagieux et les dessins font que c'est beaucoup plus facile de se plonger dans ce genre de récit. Et oui, en fait, il y a ce côté, on apprend en s'amusant, en se divertissant, qui est vraiment top. Et en plus de ça, encore une fois, ça met en lumière des femmes qui ont fait des choses essentielles en fait pour notre société et qu'on a parfois volontairement oublié, volontairement effacé. Et donc je trouve que c'est un ouvrage qui est extrêmement important. Tout simplement qu'il faut lire. Voilà, donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur toutes ces femmes qui ont marqué notre histoire, n'hésitez pas. On passe ensuite à un manga complètement changement de registre encore une fois avec Spy Family, une de mes meilleures découvertes honnêtement de cette année. J'ai adoré, j'aime beaucoup trop l'humour, les relations entre les personnages, vraiment cette vibe de Mr. and Mrs. Smith où on y suit donc Twilight qui est le plus grand espion du monde, qui est donc juste ici, qui se voit confier une mission et pour cela en fait il va devoir donc assassiner un haut dignitaire, sauf que le seul moment où il pourrait avoir l'opportunité de tuer ce haut dignitaire, c'est dans les réunions parents-prof ou dans les réunions avec l'école où est inscrit le fils de ce haut dignitaire. Donc Twilight il va se retrouver à devoir adopter une fille et à la faire inscrire, enfin une fille ou un garçon mais il adopte une fille en l'occurrence, pour la faire inscrire à cette école-ci, sauf qu'il va aussi du coup devoir avoir un schéma classique familial complet, c'est-à-dire qu'il va avoir une femme, voilà, donc il va devoir se retrouver à entrer dans une union avec une femme et adopter une petite fille, mais le problème c'est qu'il ne sait pas que sa petite fille est télépathe et que la nana avec qui elle se met, c'est une tueuse à gages. La petite, elle sait que lui c'est un espion et que la maman du coup c'est une tueuse à gages parce qu'elle est télépathe, mais personne ne sait pour les autres, à part elle. Je sais pas si ça fait sens. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire, mais du coup ça donne des situations très cocasses où elle est capable d'entendre dans les pensées, donc elle est là, elle se donne des petits pep talks et tout pour réussir à l'école. C'est vraiment... En fait c'est à la fois mignon, drôle, avec une intrigue qui est quand même super cool, donc... faut que je continue, j'ai lu le tome 2 et il faut que je lise le tome 3 que Lauralie m'a offert. Là on part sur de la romance pour le coup et c'est une des romances où j'ai donné 5 étoiles cette année avec du coup The Undertaking of Art and Mercy et c'est The Kiss Caution de Hélène Wang. J'ai vraiment trop aimé, je l'ai bien annoté. J'ai adoré en fait la relation entre nos deux personnages et j'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage principal puisqu'on y suit Stella Lane, voilà, qui est autiste Asperger et depuis toujours sa mère arrête pas de la faire chier pour qu'elle se case avec quelqu'un qui lui dit qu'il serait temps qu'elle se marie, voilà, qu'elle ait des enfants. Et Stella, elle se dit que si elle n'arrive pas à avoir une relation sérieuse, c'est probablement parce que le sexe est nul. Et elle se dit, si le sexe est nul, c'est forcément de ma faute. Bon, voilà, hein, on sait que c'est absolument pas vrai. Mais voilà, elle se dit ça et donc elle se dit, j'ai une idée. Est-ce que je prendrais pas rendez-vous avec un escort boy? Et puis comme ça, il m'entraîne. Il me fait un petit coaching. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à rencontrer régulièrement Michael, qui lui est escorte juste le vendredi soir. Donc on sait qu'il a une autre activité, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Qui escorte donc tous les vendredis soirs. Et bien il va avoir rendez-vous avec Stella pour des petits coachings. Mais bien évidemment, vous vous doutez que ça va peut-être aller plus loin que ça. On part maintenant sur l'univers d'ici avec Arline qui est probablement, je pense, mon comic préféré de cette année. J'ai adoré, déjà j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire, cette version du background en fait de Harley Quinn et surtout pour les dessins qui sont vraiment juste dingues. Honnêtement il y a des planches dans ce comic que je voudrais juste imprimer et encadrer chez moi tellement elles sont belles. Et ouais voilà, j'aime beaucoup tout l'aspect où on découvre vraiment en profondeur la psychologie de Harley Quinn et aussi la psychologie du Joker. Ça j'ai trouvé ça très intéressant et vraiment gros coup de cœur pour les dessins. Donc si vous aimez tout cet univers là et que vous aimez aussi le personnage d'Harley Quinn, eh bien je vous conseille vraiment de foncer. Ou même juste celui du Joker parce que pour le coup on apprend beaucoup de choses sur lui aussi. On passe à une de mes sagas préférées de tous les temps qui est Crescent City et j'étais obligée de mettre le tome 2 dans ce top, qui n'est pas un top, puisque c'est juste tous mes 5 étoiles de 2022, bref, vous avez compris. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas le préféré, le tome 2. Moi, je pense que c'est mon préféré. Vraiment, je l'ai adoré, je l'ai dévoré en 2 jours, malgré l'épaisseur du machin. Et ouais,
c'est juste une pépite cette saga. Et la fin de ce tome 2, je ne dis rien. 5 étoiles. Ensuite, j'ai adoré, là si vous cherchez une recommandation beaucoup plus courte, on est sur un roman qui fait 100 pages, même pas 80 pages, et c'est Comfort Me with Apples. Ça a des vibes vraiment, comment dire, vraiment bizarre, un peu oppressante, un peu tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu sais pas ce qui va pas. Pour vous faire le résumé, dans celui-ci on y suit le personnage de Sophia qui a une vie parfaite, voilà, elle a un mari parfait, elle le sent dans ses os, elle sent qu'il est parfait, sa maison dans le jardin d'Arcadia est parfaite, tout est parfait. Le truc, c'est qu'il est quand même très souvent pas là. Il bosse énormément et il lui manque beaucoup et il dit qu'elle lui manque aussi. En tout cas, il le dit, donc ça doit être vrai. C'est le meilleur mari et tout est parfait. Mais parfois, Sophia, elle se pose quelques questions parce qu'elle trouve des choses étranges, des choses assez sombres. Le regard un petit peu bizarre que son mari a quand il revient après un long voyage d'affaires. Ou alors les questions auxquelles il ne répond pas, les objets qu'elle trouve parfois comme une brosse à cheveux qui n'a jamais été la sienne. Le fait qu'elle n'a absolument pas le droit d'aller dans la cave. Ou alors le fait qu'il ne rencontre jamais vraiment ce regard. Mais tout est parfait, n'est-ce pas? J'ai trop aimé. Franchement, ça se lit vite et ça mérite parfaitement ses 5 étoiles, même si on peut voir le plot twist arriver un tout petit peu avant. Ça n'empêche que je l'ai trouvé très bien amené. Celui-ci, c'était une première découverte de l'autrice, donc j'étais encore plus contente de mettre 5 étoiles direct. Et c'est The Nature of Witches de Rachel Griffin, encore un livre que j'ai vraiment beaucoup annoté. Pour le coup, c'est pas un livre que vous allez lire pour forcément l'action ou son rythme, puisque c'est plutôt lent et c'est plus un livre engagé qu'autre chose, puisque en gros ça se passe dans une société où c'est une société comme la nôtre, sauf qu'il y a des sorcières. Et ça va faire des siècles et des siècles que les sorcières, elles aident notamment à lutter contre le réchauffement climatique, contre les actions en fait que font les humains à l'encontre de notre planète depuis des années. Et les sorcières, elles sont réparties en 4 teams entre guillemets selon les 4 saisons. En fonction de la saison dans laquelle les sorcières elles sont nées, et bien c'est la saison dans laquelle elles vont pouvoir exercer. Donc les sorcières qui sont nées en été n'auront du pouvoir quasiment qu'en été. En fait, leur pouvoir sera le plus fort plutôt en été, donc c'est à ce moment-là qu'elles vont l'utiliser, et ainsi de suite pour toutes les saisons. Sauf que notre personnage principal, Clara, eh bien elle c'est une Everwitch, donc elle a les pouvoirs en fait de chaque saison. Donc en automne elle va avoir les pouvoirs liés à la magie plutôt de l'automne, et ainsi de suite pour chaque saison. Et le problème c'est que avec la pollution, le dérèglement climatique, eh bien les sorcières décèdent de plus en plus parce qu'elles sont forcées en fait de lutter contre des phénomènes qui ne sont pas adaptés à leur pouvoir, c'est-à-dire qu'en hiver elles se retrouvent à lutter contre des feux de forêt, et ça correspond pas du tout à ce pourquoi leur magie est faite de base, et donc elles meurent. Et Clara, eh bien, c'est la seule sorcière qui peut les aider puisque c'est la seule Everwitch. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a des années, elle a perdu le contrôle de sa magie et ça a entraîné la mort de ses proches. Et donc elle a hyper peur de ses pouvoirs. Et nous, on va suivre du coup son travail psychologique et notamment avec l'aide d'un personnage particulier pour essayer de réussir à se remettre de ça, réussir à se pardonner avant qu'il soit trop tard pour la planète et pour les autres sorcières. J'ai beaucoup aimé. Là, on part surtout sur de l'humour noir, mais Made in Abyss, découverte 5 étoiles de cette année. Vraiment, c'est un de mes mangas favoris, je pense, avec Spy Family. J'adore les dessins, j'adore l'univers, vraiment le système des abysses, je trouve ça hyper intéressant. Toutes les créatures qu'on nous présente à chaque fois, l'humour, bref, je trouve que l'univers est très 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 riche. Et pour vous donner le résumé, en gros, au pied de la ville d'Ors s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure, et se font appeler les Caverniers. C'est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l'Abysse et désirant marcher sur les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine pas à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Et déjà, leur relation, eux deux là, trop mignon, trop trop mignon. Et on conclut avec un autre livre que je conseille à tout le monde. En plus de ça, il se lit vraiment très très vite, il est plutôt court. Et c'est Emilia Ratajkowski, donc My Body de Emilia Ratajkowski, qui est, je pense, ma plus grosse surprise en fait, parmi tous ces ouvrages, parce que c'est celui où j'aurais vraiment absolument jamais pensé donner 5 étoiles. Et encore une fois, c'est
le genre de livre qui nous permet de nous rendre compte à quel point, même les femmes, on a énormément de misogynie intégrée, notamment due à la société. On a ce truc d'être toujours en compétition, et donc quand on a une femme qui est, en tout cas, là je parle dans mon expérience, mais quand on a une femme qui est pleine de succès, qui est belle, et ben on a tendance à dire qu'est-ce qu'elle va nous écrire d'intéressant, ou même juste de se dire encore quelqu'un qui va utiliser un ghostwriter pour faire son livre, pour surfer sur son image, et en fait pas du tout. Et vraiment c'est un livre qui m'a mis face à tous ces préjugés, où je me suis dit ok, maintenant va peut-être falloir arrêter de penser de cette manière-là, en fait, se remettre un petit peu en question. Et c'est pour ça aussi que j'ai autant aimé ce livre, parce que quand je l'ai lu, je me suis dit mais tout ce que tu vois d'extérieur d'Emilia Ratajkowski, ça veut pas dire que ça donne le droit à certaines personnes de la mépriser, de la juger juste sur son physique. Et voilà, donc c'est un ouvrage qui aborde énormément de sujets importants. Et en plus, au lieu de ça, en plus de ça plutôt, Emilia Ratajkowski, elle a écrit en fait beaucoup d'essais avant même de publier. Donc pour le coup, c'est vraiment elle à 100% qui écrit. Il n'y a pas de ghostwriter derrière. Elle aime vraiment écrire des essais importants sur des sujets de société. Et donc là, voilà, elle va nous parler du patriarcat, elle va nous parler des abus sexuels dans le mannequinat ou même dans les relations, puisqu'elle a été abusée sexuellement dans ses relations amoureuses, de la pression paternelle et maternelle, énormément de choses, de la pression qu'on se met nous-mêmes en fonction des normes de la société qui nous sont imposées au quotidien. On se rase, faut pas de poils, faut être mince, mais en même temps faut avoir des formes, enfin bref. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ont été ennuyés par le fait qu'elle dénonce tout ça par le prisme de son expérience à elle. Après, pour moi, c'est assez logique à partir du moment où le livre s'appelle My Body, et ça me paraît aussi logique qu'elle dénonce tout ça par rapport à ce qu'elle a vécu et comment elle l'a vécu, et c'est ce qui permet aussi de concrétiser, de donner un exemple de comment ça se produit. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, bien au contraire, et c'est ce qui m'a permis en fait de découvrir complètement une autre facette de cette femme que j'admire énormément en plus du coup maintenant, voilà, et que je regrette de ne pas avoir admiré plus tôt en raison de mes préjugés. Mais bref, je recommande énormément, et en plus de ça, vraiment il fait à peine 200 pages, c'est écrit assez gros, il y a des bonnes marges, donc si vous cherchez un livre, c'est pas un livre non plus en fait qui va vous prendre la tête, qui va vous demander énormément de réflexion, ça reste un livre qui se lit relativement facilement, mais soyez au courant des sujets en fait extrêmement difficiles qui sont abordés dedans. Et voilà qui conclut cette vidéo sur tous les 5 étoiles que j'ai données cette année. Je suis quelqu'un qui en donne relativement assez facilement, et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de vidéo où je peux rétrospectivement regarder si je trouve qu'ils valent toujours la note que je leur ai attribuée. Certains du coup n'ont pas été dans cette vidéo, et ceux qui sont, voilà, je trouve que vraiment selon moi ils méritent des 5 étoiles. Et j'espère que si jamais vous décidez d'en lire quelques-uns, ils vous plairont autant qu'à moi. Et puis n'hésitez pas à me dire si dans ceux que j'ai énoncés, il y en a certains qui sont aussi des coups de cœur pour vous. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.